Le matin du 12 octobre s'annonçait comme tous les autres dans la vie ordonnée de Lola Martineau. À 42 ans, elle incarnait l'élégance discrète d'une avocate accomplie, ses cheveux châtains impeccablement coiffés en chignon, sa robe noire cintrant parfaitement sa silhouette. Dans son bureau au 10e étage du prestigieux cabinet Dubois & Associés, elle révisait minutieusement le dossier Beaumont, une affaire de succession complexe qui mobilisait toute son expertise en droit patrimonial. « Maître Martineau, votre café », annonça Sophie, sa jeune assistante, en déposant délicatement la tasse en porcelaine sur le bureau en acajou massif. « Merci, Sophie. Pouvez-vous reporter mon rendez-vous de 15 heures ? Cette succession nécessite une analyse plus approfondie. » Lola adorait ces moments de concentration pure, quand son esprit analytique pouvait disséquer chaque clause, chaque article de loi. 15 années d'expérience lui avaient appris que les détails apparemment insignifiants révélaient souvent les secrets les mieux gardés des familles fortunées. Son téléphone vibra contre le cuir de son sac Hermès. Sans lever les yeux de ses documents, elle tendit machinalement la main vers l'appareil, s'attendant à un message professionnel de routine. Le nom « Marc, mon amour » s'afficha sur l'écran, accompagné d'un petit cœur rouge qu'elle avait programmé des années auparavant, à l'époque où leur mariage respirait encore la tendresse. Le message la frappa comme un coup de massue. « Je viens d'hériter de l'entreprise de mon père, 500 millions. Range tes affaires et sors de la maison maintenant. » Lola fixa l'écran, relisant plusieurs fois ces mots incroyables. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur le téléphone, mais son visage demeura impassible. 15 années de mariage, 15 années à soutenir Marc dans ses échecs professionnels répétés, à consoler ses frustrations, à financer ses projets farfelus avec son propre salaire d'avocate. 15 années à espérer qu'il retrouverait enfin sa voie, qu'il redeviendrait l'homme ambitieux qu'elle avait épousé. « Maître, tout va bien ?» s'inquiéta Sophie, remarquant la pâleur soudaine de sa patronne. « Parfaitement bien », répondit Lola d'une voix égale, reposant calmement le téléphone sur son bureau. Mais intérieurement, une tempête se déchaînait. Marc avait toujours entretenu des relations tumultueuses avec son père, Henri Dubois, patriarche impitoyable d'un empire industriel. Les réconciliations éphémères alternaient avec des brouilles spectaculaires, ponctuées de accusations mutuelles et de chantages affectifs. Lola avait souvent servi de médiatrice dans ces conflits familiaux toxiques, tentant de rapprocher le père et le fils malgré leurs caractères incompatibles. Elle se souvenait parfaitement de leur dernière conversation à propos d'Henri, 3 semaines auparavant. Marc était rentré ivre d'un énième dîner familial catastrophique. « Il m'a encore humilié devant tout le monde », avait-il crié en claquant la porte. « Il a dit que j'étais un raté, que jamais je n'aurais sa fortune. » « Marc, calme-toi, ton père est âgé, malade. » Ses paroles dépassent sa pensée. « Non, Lola, tu ne comprends pas. Il me déteste. Il préférerait léguer sa fortune à une œuvre de charité plutôt qu'à moi. » Cette nuit-là, Marc avait pleuré dans ses bras comme un enfant blessé, et Lola l'avait bercé tendrement, murmurant des mots apaisants. Comment ce même homme pouvait-il aujourd'hui la chasser de leur foyer avec une telle brutalité ? Son téléphone vibra de nouveau. Un second message. « Ne fais pas traîner les choses. J'ai des projets, et tu n'en fais pas partie. 15 ans, c'est largement suffisant. » Cette fois, Lola sourit. Un sourire enigmatique, presque imperceptible, mais qui aurait glacé le sang de quiconque connaissait sa redoutable réputation au barreau. Ses confrères la surnommaient « la veuve noire » pour sa capacité à démanteler les arguments adverses avec une précision chirurgicale. Elle ouvrit son tiroir et en sortit un dossier épais marqué « Succession Henri Dubois, confidentiel ». Depuis 2 ans, elle menait discrètement ses propres recherches sur l'empire financier de son beau-père, intriguée par certaines incohérences dans ses déclarations patrimoniales. Son instinct d'avocate lui soufflait que quelque chose clochait dans cette façade de prospérité affichée. « Sophie, annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi », déclara-t-elle en refermant le dossier. « J'ai une affaire personnelle urgente à régler. » « Bien sûr, maître. Puis-je faire quelque chose d'autre ? » « Oui. Contactez maître Arnaud Delacroix au cabinet Delacroix & Partners. Dites-lui que Lola Martineau souhaite le rencontrer aujourd'hui même pour une consultation en divorce. » Sophie écarquilla les yeux, mais sa formation professionnelle, lui,
Interdit tout commentaire. Lola rangea méthodiquement ses affaires personnelles dans son sac, ses gestes d'une précision mécanique masquant la tourmente intérieure qui l'agitait. En descendant vers le parking souterrain, elle croisa Maître Dubois, l'associé principal du cabinet, un homme distingué d'une 60aine d'années. « Lola, vous partez tôt aujourd'hui ?» « Une urgence familiale, Maître Dubois. J'espère que ce n'est rien de grave. » Lola s'arrêta, le regardant droit dans les yeux, avec cette intensité particulière qui la caractérisait quand elle préparait une stratégie judiciaire décisive. « Au contraire, maître. Je crois que c'est le début de quelque chose de très intéressant. » Dans l'ascenseur qui l'emmenait vers les sous-sols, Lola contempla son reflet dans les portes métalliques. 15 années de mariage venèrent de s'effacer en 2 messages. 15 années pendant lesquelles elle avait construit la carrière de Marc, financé ses échecs, supporté ses humeurs. 15 années à croire en un amour qui venait de se révéler n'être qu'une illusion. Mais Marc avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé la femme qu'il chassait. Lola Martineau n'était pas une épouse soumise qu'on congédie d'un claquement de doigts. Elle était un prédateur juridique qui venait de flairer une proie particulièrement savoureuse. Le moteur de sa BMW ronronna dans le silence du parking. Direction, la maison conjugale pour la dernière fois. Mais pas pour faire ses valises en pleurant, pour signer des papiers en souriant. Que va découvrir Lola en rentrant chez elle? Marc a-t-il vraiment mis la main sur cette fortune colossale? Ou cache-t-il quelque chose de bien plus sombre? Et surtout, pourquoi cette brillante avocate affiche-t-elle ce sourire énigmatique alors que son monde vient de s'écrouler? La suite de cette histoire va vous révéler que parfois, les apparences sont plus trompeuses qu'on ne le croit. La BMW de Lola remonta lentement l'allée pavée de leur propriété de Neuilly-sur-Seine. Les platanes centenaires qui bordaient le chemin semblèrent la saluer une dernière fois, leurs feuilles automnales virevoltant dans le vent comme des confettis d'adieu. Cette demeure bourgeoise du XIXe siècle, avec ses volets bleu lavande et sa façade en pierre de taille, avait été leur refuge pendant 12 années de bonheur apparent. En garant sa voiture devant le perron familier, Lola remarqua immédiatement les changements. Les rideaux du salon étaient tirés en plein jour, inhabituel pour Marc qui détestait l'obscurité. Une Mercedes noire qu'elle ne reconnaissait pas stationnait près de la fontaine centrale, ses plaques d'immatriculation indiquant un véhicule de location haut de gamme. « Intéressant », murmura-t-elle en coupant le contact. Ses talons claquèrent sur le marbre blanc du hall d'entrée, résonnant dans le silence oppressant. L'atmosphère avait changé, comme si la maison elle-même pressentait le drame qui se jouait entre ses murs. Les portraits de famille accrochés le long de l'escalier monumental semblaient observer cette femme élégante qui traversait peut-être pour la dernière fois ce lieu chargé de souvenirs. « Marc, c'est moi », lança-t-elle d'une voix claire, ajustant machinalement sa veste Chanel. Des voix étouffées lui parvinrent du grand salon. Elle reconnut celle de Marc, mais aussi une autre, masculine et inconnue, aux intonations professionnelles. En poussant la porte-fenêtre en acajou sculpté, Lola découvrit une scène qui la figea un instant. Marc était assis dans son fauteuil en cuir préféré, celui qu'il avait hérité de son grand-père maternel. Mais l'homme qu'elle voyait n'était plus le mari désemparé qu'elle avait quitté le matin même. Vêtu d'un costume Armani flambant neuf, une Rolex Submariner brillant à son poignet, il dégageait une assurance qu'elle ne lui avait jamais connue. Face à lui, un homme d'une 50aine d'années en costume gris anthracite manipulait une imposante mallette en cuir. « Ah, Lola, parfait timing !» s'exclama Marc en se levant avec une désinvolture théâtrale. « Je te présente Maître Rousseau, mon nouvel avocat. Nous t'attendions. » L'avocat se leva poliment, mais son regard fuyant trahissait son malaise évident. Lola le jaugea instantanément. Un homme compétent mais habitué aux affaires simples, probablement intimidé par la réputation, redoutable qu'elle s'était forgée au barreau parisien. « Madame Martineau, » dit-il en lui tendant une main moite. « Votre mari m'a expliqué la situation. Je dois vous dire que tout est parfaitement légal. » « Bien sûr que c'est légal, » répondit Lola avec un sourire glacial. « La question n'est pas là. » Sur la table basse en cristal de baccarat, là où ils avaient l'habitude de prendre le thé le dimanche après-midi, s'étalèrent des documents juridiques soigneusement ordonnés.
Lola reconnut immédiatement la structure typique d'une procédure de divorce pour faute, rédigée à la hâte mais dans les règles de l'art. « Assieds-toi, Lola », ordonna Marc d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas. « Nous avons des choses importantes à régler. » Et elle choisit délibérément le canapé face à lui, croisant élégamment ses jambes et posant ses mains gantées sur ses genoux. Son calme olympien contrastait violemment avec l'agitation nerveuse de Maître Rousseau, qui fouillait frénétiquement dans ses dossiers. « Voici les faits », commença Marc en prenant une pause qu'il espérait solennelle. « Mon père vient de mourir. Crise cardiaque hier soir. L'héritage est colossal. L'entreprise familiale Dubois Industries, évaluée à 500 millions d'euros, plus les propriétés immobilières, les participations financières. Mes condoléances, l'interrompit Lola d'une voix neutre. Marc marqua une pause, déstabilisé par cette réaction inattendue. Il s'était préparé à des larmes, des supplications, peut-être même de la colère. Pas à cette politesse glacée. Oui, enfin. Toujours est-il que ma situation financière a radicalement changé. Et francellement, Lola, notre mariage n'a plus de sens. Nous sommes dans des ligues différentes maintenant. Maître Rousseau tout sauta discrètement et poussa vers elle un document relié de rouge. « Madame, voici la convention de divorce par consentement mutuel. Les termes sont, généreux dans les circonstances actuelles. » Lola parcourut rapidement les clauses, son œil d'experte absorbant chaque détail avec la vitesse d'un scanner professionnel. Pas de pension alimentaire. Renonciation à tous les biens communs. Abandon de ses droits sur la résidence principale. Une somme dérisoire de 50 000 € en guise de prestation compensatoire. « Généreux ?» répéta-t-elle en arquant un sourcil parfaitement épilé. « Écoute, Lola !» reprit Marc en se penchant vers elle, ses yeux brillants d'une cupidité mal dissimulée. « Sois réaliste, tu n'as légalement droit à rien de cet héritage. C'est un patrimoine propre qui m'échoit avant notre divorce. Je pourrais te donner beaucoup moins. Ou beaucoup plus, répliqua-t-elle calmement. Ne rêve pas. J'ai mes projets maintenant. Je vais reprendre l'entreprise, moderniser les structures, conquérir de nouveaux marchés. J'ai besoin d'une femme à ma hauteur, pas d'une avocate de seconde zone qui gagne 3 fois rien. Le silence qui suivit cette insulte fut assourdissant. Maître Rousseau s'enfonça dans son fauteuil, sentant intuitivement qu'il venait d'assister à une erreur tactique majeure. Lola, elle, sourit. Un sourire si doux, si bienveillant que Marc se détendit visiblement. « Tu as raison, Marc, » dit-elle, en saisissant délicatement le stylo Mont Blanc posé près des documents. « Nous ne sommes effectivement plus dans la même ligue. » Elle signa chaque page avec une calligraphie parfaite, prenant son temps, traçant chaque lettre avec une précision maniaque. Marc jubilait intérieurement, convaincu d'avoir remporté la négociation la plus importante de sa vie. « Voilà », annonça Lola en reposant le stylo. « Tout est en ordre, Maître Rousseau. Vous pourrez déposer la requête dès demain matin. » Marc se leva triomphalement et se dirigea vers le bar en marqueterie pour se servir un whisky Macallan de 25 ans d'âge. « À ma nouvelle vie », déclara-t-il en levant son verre. « Et bonne chance avec ta nouvelle existence, Lola. J'espère que tu trouveras quelqu'un à ton niveau. » Elle se leva gracieusement, lissa sa jupe et lui adressa un sourire radieux qui le surprit par sa sincérité apparente. « Oh Marc, ne t'inquiète pas pour moi, j'ai exactement ce qu'il me faut. » En se dirigeant vers la sortie, elle s'arrêta près du piano à queue Steinway, où trônait leur photo de mariage dans un cadre en argent massif. « Au fait, » dit-elle sans se retourner, « félicitations pour ton héritage. J'espère que tu en profiteras, pendant qu'il en est encore temps. » Marc fronça les sourcils, décontenancé par cette remarque cryptique. Mais déjà, Lola avait disparu dans le hall, laissant derrière elle un parfum de Chanel No. 5 et une étrange sensation de malaise qui s'insinuait lentement dans l'esprit de son désormais ex-mari. Lola n'eut pas le temps de franchir le seuil du salon que la voix de Marc retentit derrière elle, tranchante comme une lame. « Où crois-tu aller comme ça ? Nous n'avons pas terminé. » Elle se retourna lentement, ses yeux verts croisant le regard dur de son ex-mari. L'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans avait définitivement disparu, remplacé par cet étranger aux traits déformés par l'avidité et la suffisance. « J'ai signé tes papiers, Marc. Que veux-tu de plus ?
tes affaires. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu dégages de ma maison, immédiatement. » Maître Rousseau rassemblait nerveusement ses documents, visiblement mal à l'aise face à cette violence conjugale qu'il n'avait pas anticipée. Il referma sa mallette avec des gestes précipités. « Monsieur Dubois, peut-être pourrions-nous laisser un délai raisonnable à madame pour… »« Non, » aboya Marc. « Elle part aujourd'hui, maintenant. J'ai une nouvelle vie qui commence, et je ne veux rien qui me rappelle l'ancienne. » Il se dirigea vers le placard de l'entrée et en sortit une valise Vuitton que Lola reconnut immédiatement. Celle qu'ils avaient achetée ensemble pour leur voyage de noces à Santorin, il y a 15 ans. L'ironie de la situation lui arracha un sourire amer. « Voilà ta chariot », dit-il en jetant la valise aux pieds de Lola avec une brutalité calculée. « J'espère qu'elle sera suffisante pour tes quelques affaires personnelles. »« Marc, tu réalises ce que tu es en train de faire ?» demanda-t-elle d'une voix posée, mais où perçait une note de tristesse authentique. « Je réalise que j'aurais dû le faire il y a 10 ans. Tu m'as fait perdre assez de temps comme ça. » Lola ramassa dignement la valise et se dirigea vers l'escalier, de marbre qui menait à leur ancienne chambre conjugale. Chaque marche gravie résonnait dans le silence tendu de la demeure, ponctué par les pas impatients de Marc qui la suivait comme un geôlier surveillant sa prisonnière. Dans la chambre qu'ils avaient partagée, Lola ouvrit méthodiquement les tiroirs de sa commode Louis XVI. Ses gestes étaient précis, économes, presque mécaniques. Elle plia soigneusement quelques vêtements essentiels, récupéra ses bijoux personnels, ceux que sa grand-mère lui avait légués, et glissa dans une pochette de soie ses documents d'identité. « Dépêche-toi » lança Marc depuis le seuil, consultant ostensiblement sa montre flambant neuve. « J'attends quelqu'un d'important dans 1 heure. »« Quelqu'un d'important ?» répéta Lola sans lever les yeux de sa valise. « Oui, une femme qui comprend les enjeux de ma nouvelle position sociale, contrairement à toi. » Elle s'arrêta un instant, ses mains suspendues au-dessus d'une photographie de leurs premières vacances ensemble. Marc avait 27 ans sur ce cliché, le sourire innocent, les yeux brillants d'amour et d'espoir. Elle glissa la photo dans un tiroir fermé à clé. Cette femme, elle sait qu'elle sera la seconde Madame Dubois en 6 mois. Marc ricana avec mépris. Au moins, elle ne me posera pas de questions stupides sur mes projets d'avenir. Lola referma sa valise d'un geste sec et se dirigea vers la salle de bain attenante pour récupérer ses produits de beauté. Dans le miroir vénitien au-dessus du lavabo en marbre rose, elle croisa son propre regard. 42 ans, quelques rides de sourire, mais une prestance intacte et surtout, au fond des prunelles, une détermination d'acier que Marc n'avait jamais su déchiffrer. « Tu sais ce qui m'étonne le plus ?» dit-elle en revenant dans la chambre. « Quoi donc ? Tu crois vraiment que je vais partir en pleurant comme une épouse abandonnée ?» Marc haussa les épaules avec désinvolture. « Franchement, ce que tu feras ne m'intéresse plus, du moment que tu libères la place. » Ils descendirent l'escalier en silence, Lola tirant sa valise derrière elle. Dans le hall, elle s'arrêta devant la console où trônait Napoléon, leur chat persan blanc de 6 ans. L'animal ronronnait paisiblement dans son panier en osier, ignorant le drame humain qui se jouait autour de lui. « Napoléon » murmura-t-elle en caressant une dernière fois la fourrure soyeuse. « Il reste ici » déclara sèchement Marc. « C'est mon chat maintenant. Nous l'avons adopté ensemble au refuge de Vincennes. Tu te souviens ? Tu avais dit qu'il nous porterait bonheur. Les choses changent, Lola, tout change. » Elle déposa un baiser délicat sur la tête de Napoléon, qui ouvrit ses yeux bleus et la fixa avec cette sagesse mystérieuse propre aux félins. Comme s'il comprenait que leur complicité touchait à sa fin. Marc ouvrit brutalement la porte d'entrée et un courant d'air froid s'engouffra dans le hall. Dehors, Lola aperçut plusieurs visages aux fenêtres des maisons voisines. Madame Blanchard, la retraitée indiscrète du numéro 12. Monsieur Petit, le comptable du 8 qui promenait son teckel. Même les adolescents moraux s'étaient arrêtés sur leur vélo pour observer cette scène inhabituelle. « Parfait », grommela Marc. « Tout le quartier va être au courant. Exactement ce dont j'avais besoin. Tu aurais dû y penser avant de organiser ce spectacle. »
répliqua calmement Lola. Elle franchit le seuil de sa maison pour la dernière fois, ses talons claquant sur les pavés anciens de l'allée. Le vent d'octobre soulevait ses cheveux châtains, et elle resserra instinctivement son manteau en cachemire autour de ses épaules. « Dehors !» hurla soudain Marc, sa voix portant dans tout le quartier bourgeois. « Et ne reviens jamais. Tu m'entends ? Jamais !» Le claquement de la porte résonna comme un coup de canon. Lola se retrouva seule sur le trottoir, sa valise à la main, sous les regards gênés mais curieux des voisins. Madame Blanchard eut la décence de fermer ses volets, mais elle la vit qui continuait d'observer à travers les lattes. Elle sortit ses clés de voiture de son sac, ses gestes parfaitement maîtrisés malgré l'humiliation publique qu'elle venait de subir. En ouvrant le coffre de sa BMW pour y ranger sa valise, elle entendit des chuchotements excités dans son dos. Il divorce, alors. Paraît qu'il a hérité d'une fortune. Pauvre femme, après toutes ces années... Lola se glissa au volant de sa voiture et démarra sans un regard vers la demeure qui avait abrité 15 années de sa vie. Dans le rétroviseur, elle vit Marc qui observait son départ depuis la fenêtre du premier étage. Un sourire satisfait aux lèvres. « Profite bien de ton triomphe, Marc », murmura-t-elle en s'engageant dans l'avenue. « Car je te promets qu'il sera de courte durée. » L'hôtel des Grands Boulevards déployait son élégance discrète dans le 9e arrondissement, loin de l'agitation touristique du centre parisien. Lola avait choisi cet établissement 4 étoiles pour sa réputation de confidentialité absolue, fréquenté par une clientèle d'affaires exigeante qui, comme elle, préférait l'anonymat au faste ostentatoire. « Bonsoir, madame. Vous avez une réservation ?» demanda le réceptionniste, un jeune homme impeccablement vêtu d'un costume marine. « Martineau. J'ai appelé il y a 1 heure. Bien sûr. Suite 412, 4e étage. Puis-je faire monter vos bagages ?» Lola leva sa modeste valise Vuitton, seul vestige tangible de 15 années de mariage. « Ce ne sera pas nécessaire. » L'ascenseur l'emporta dans un silence feutré vers les étages supérieurs. Les murs lambrisés de chêne clair et les luminaires art déco créaient une atmosphère apaisante, très éloignée du chaos émotionnel qui l'habitait. Mais Lola Martineau n'était pas femme à s'apitoyer sur son sort. Dans les épreuves, elle puisait sa force dans l'action et la réflexion stratégique. La suite 412 s'ouvrit sur un salon cossu aux tons beiges et dorés. Lola posa sa valise près de la fenêtre qui donnait sur les toits haussmanniens, illuminés par les réverbères. Paris scintillait sous le ciel nocturne d'octobre, indifférent aux drames humains qui se jouaient dans ces rues. Elle sortit son MacBook Pro de son sac Hermès et l'installa sur le secrétaire Louis-Philippe qui trônait face à la fenêtre. L'écran s'illumina, révélant le bureau méticuleux d'une avocate d'affaires. Dossiers classés par priorité, raccourcis vers les bases de données juridiques, accès sécurisé aux archives notariales et au registre du commerce. Voyons. Voir Henri Dubois, murmura-t-elle en tapant le nom de son défunt beau-père dans le moteur de recherche Infogreffe. Les premiers résultats s'affichèrent rapidement. Dubois Industries, SARL au capital de 15 millions d'euros, siège social à Levallois-Perret. Activité principale, fabrication de composants automobiles. Henri Dubois apparaissait comme gérant unique, Marc étant listé comme associé. Minoritaire, avec une participation symbolique de 5%. Curieux, se dit Lola en fronçant les sourcils. Elle approfondit ses recherches, naviguant dans les méandres administratifs avec l'aisance d'une praticienne chevronnée. Les comptes sociaux des 3 dernières années révélaient une entreprise en difficulté croissante. Le chiffre d'affaires avait chuté de 40% depuis 2022, les dettes fournisseurs s'accumulaient et les capitaux propres fondaient comme neige au soleil. Son téléphone vibra. Un message de sa fidèle assistante Sophie. « Maître, j'ai pu obtenir le rendez-vous avec Maître Delacroix demain à 9h30. Il était surpris de votre demande, mais a accepté de vous recevoir en urgence. Dois-je décaler vos autres rendez-vous ?» Lola tapa rapidement sa réponse. « Parfait. Oui, libérez toute ma matinée. Et Sophie, merci pour votre discrétion. Toujours à votre service, maître. Bonne soirée. » Elle reprit ses investigations numériques, creusant plus profondément dans les arcanes financiers de l'Empire du Bois. Son expérience de 20 années en droit patrimonial lui avait appris à détecter les signaux d'alarme dans les bilans comptables. Et là,
Tout clignotait rouge. Mais enfin, Henri, qu'est-ce que tu as fabriqué ? Murmura-t-elle en découvrant une série de prêts bancaires contractés ces derniers mois. Un à un, les éléments du puzzle se révélaient. 3 hypothèques sur la propriété familiale de Neuilly. Des emprunts relais non remboursés auprès de 4 établissements financiers différents. Des dettes fiscales reportées depuis 2 ans. Et surtout, une procédure de redressement judiciaire initiée par le tribunal de commerce de Nanterre 3 semaines auparavant. 3 semaines, répéta Lola à voix haute, se souvenant parfaitement de la date. C'était exactement le moment où Marc était rentré ivre de son dernier dîner familial, celui où Henri l'avait soi-disant humilié devant toute la famille. La vérité commençait à prendre forme. Henri Dubois n'avait pas insulté son fils par méchanceté, mais par désespoir. L'homme tentait probablement de protéger Marc de la catastrophe financière imminente. Elle ouvrit un nouvel onglet et accéda à la base de données des actes notariés. Son statut d'avocate lui donnait accès à certaines informations privilégiées, et elle connaissait personnellement Maître Fontaine, notaire de la famille Dubois depuis 30 ans. Voyons, le testament d'Henri, dit-elle, en parcourant les documents récemment enregistrés. Le testament daté d'il y a 6 mois était limpide dans sa cruauté. Je lègue à mon fils Marc Dubois l'intégralité de mes biens, droits et actions, mais également l'ensemble de mes dettes et obligations financières, selon les dispositions de l'article 724 du Code civil. Lola se figea devant son écran. L'article 724 stipulait clairement que l'héritier acceptant une succession en recueillait l'actif et le passif, sans possibilité de distinction. En d'autres termes, Marc venait d'hériter non pas de 500 millions d'euros, mais de dettes colossales qui le mettraient en faillite personnelle sous 48 heures. Son téléphone sonna. Le nom Marc, mon amour, s'affichait encore, à l'écran, et elle réalisa avec amertume qu'elle n'avait pas eu le temps de modifier ce contact. « Allô ?» répondit-elle d'une voix neutre. « Lola ? C'est Marc. » Sa voix tremblait légèrement. « Je voulais juste m'assurer que tu avais trouvé un endroit où dormir ce soir, comme c'est attentionné de ta part. Écoute, peut-être que j'ai été un peu dure tout à l'heure. Tu comprends, avec l'émotion de l'héritage, la mort de mon père ?» Lola sourit dans l'obscurité de sa chambre d'hôtel. Marc commençait, déjà à douter. Quelque chose ne collait pas dans son histoire dorée, et son instinct lui soufflait que l'avocate qu'il venait de chasser détenait peut-être des clés importantes. « Marc, as-tu pris connaissance du détail de cet héritage ? Les documents officiels, je veux dire ?» Un silence. Puis, bien sûr, enfin, Maître Rousseau s'occupe de tout ça. C'est technique. Tu sais bien que je n'ai jamais été douée. Pour la paperasse. Évidemment. Et Maître Rousseau, tu le connais depuis longtemps ? Non, c'est quelqu'un qu'on m'a recommandé. Un ami de la famille. Lola ferma les yeux. Marc était en train de tomber dans un piège tendu par des personnes autrement plus retorses que lui. Mais après l'humiliation qu'il lui avait fait subir, elle n'éprouvait plus qu'une satisfaction froide à l'idée de le voir sombrer. « Marc, puis-je te donner un conseil ? » ?»« Oui, bien sûr. » »« Fais expertiser l'héritage par un cabinet indépendant, rapidement. » »« Pourquoi ? Tu penses qu'il y a un problème ?» Lola contempla les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Quelque part dans cette ville, son ex-mari allait passer les prochaines heures à rêver de sa fortune imaginaire. Dans quelques jours, il découvrirait la véritable nature de son héritage. Non, Marc, aucun problème. Dors bien. Elle raccrocha et ferma son ordinateur. Justice serait rendue sans qu'elle ait à lever le petit doigt. Parfois, la vengeance la plus douce était celle que les autres s'infligeaient à eux-mêmes. Marc émergea de son sommeil avec la satisfaction profonde d'un homme qui avait enfin pris le contrôle de son destin. Le lit king-size de la suite parentale n'avait jamais lui semblé aussi confortable. Les draps en soie italienne aussi doux contre sa peau. Pour la première fois depuis des années, il s'était endormi sans l'anxiété habituelle qui rongeait ses nuits d'insomnie. Il s'étira paresseusement, savourant le luxe de cette grasse matinée du vendredi. Plus de réveil à 6 heures pour aller pointer dans ce bureau minable d'expert comptable où il végétait depuis 10 ans. Plus de rapports de fin de mois à rédiger pour des clients mesquins. Plus de cette vie médiocre qu'il traînait comme
Un boulet. Bonjour, monsieur le PDG, dit-il à son reflet dans le miroir en cristal de baccarat qui ornait le plafond de la chambre. Son iPhone dernier modèle trônait sur la table de nuit en marqueterie. Marc l'attrapa avec gourmandise, impatient, de contempler sa nouvelle fortune numérique. L'application de sa banque principale, la BNP Paribas, s'ouvrit après reconnaissance faciale. Solde du compte courant. 0,00. Héros Marc cligna des yeux, persuadé d'avoir mal lu. Il actualisa l'application, attendit quelques secondes, recommença. Toujours, 0. C'est impossible, marmonna-t-il en se redressant brusquement. Il consulta son compte épargne chez Crédit Agricole. Solde. 0,00 euros. Son compte titre à la Société Générale affichait la même réalité terrifiante. Ses 3 cartes de crédit étaient bloquées, leur plafond dépassé. Une sueur froide perla sur son front. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de sa conseillère bancaire. Bonjour, vous êtes bien en relation avec Madame Durand, gestionnaire de patrimoine BNP Paribas. Je suis actuellement en communication. Veuillez laisser... Merde, s'exclama Marc en raccrochant, violemment. Il tenta le standard de la banque. Après 10 minutes d'attente musicale insupportable, une voix, féminine et professionnelle, finit par répondre. Bonjour, BNP Paribas, Sarah à votre service. Comment puis-je vous aider? Marc Dubois, compte numéro 3041 00811 567 893 014. Mes comptes ont été vidés, il y a forcément une erreur. Instant, monsieur Dubois, je consulte votre dossier. Effectivement, plusieurs saisies conservatoires ont été effectuées hier soir à la demande du tribunal de commerce de Nanterre. Le montant total saisi s'élève à 847 000 euros. Marc s'effondra sur le lit, le téléphone lui échappant des mains. Allô? Allô, monsieur Dubois? Vous êtes toujours en ligne? Il ramassa l'appareil d'une main tremblante. Une saisie? Mais pourquoi? Je n'ai aucune dette. Monsieur, je ne peux pas vous donner plus de détails par téléphone. Je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre notaire ou de votre avocat. Et... Monsieur Dubois? Oui? Nous avons également reçu une injonction de paiement concernant votre crédit immobilier. Vous avez 72 heures pour régulariser votre situation, sinon la procédure de saisie immobilière sera engagée. La communication se coupa. Marc fixa son téléphone, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. La veille encore, il était l'héritier d'un empire de 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on menaçait de saisir sa maison. Il composa frénétiquement le numéro de Maître Rousseau. Messagerie. Il rappela 10 fois d'affilée. Toujours la messagerie. Maître Rousseau, c'est Marc Dubois. Rappelez-moi immédiatement. Il se passe des choses très graves. Il se rua vers son ordinateur portable et tenta d'accéder au site de Dubois Industries. Une page d'erreur s'affichait « Site temporairement indisponible pour cause de liquidation judiciaire ». « Liquidation judiciaire », balbutia-t-il. Les mots dansaient devant ses yeux, refusant de former un sens cohérent. Il googla le nom de son père, Henri Dubois. Les premiers résultats le glacèrent d'effroi. Henri Dubois, patron de Dubois Industries, retrouvé mort d'une crise cardiaque dans son bureau après avoir appris la liquidation de son entreprise. Dubois Industries, 50 millions de dettes cachées révélées par l'expertise comptable. Scandale financier, Henri Dubois aurait détourné les fonds de retraite de ses employés. Marc dévora les articles avec une horreur croissante. Son père n'était pas mort paisiblement dans son sommeil comme le lui avait annoncé Maître Rousseau. Henri s'était effondré dans son bureau en apprenant que sa fraude comptable venait d'être découverte. L'entreprise familiale n'était qu'une coquille vide masquant un gouffre financier béant. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Marc Dubois? Oui, c'est moi. Maître Beaumont, huissier de justice. J'ai l'honneur de vous informer que votre présence est requise à mon étude dans les plus brefs délais concernant l'exécution des saisies conservatoires prononcées à votre encontre. Vous êtes désormais légalement responsable des dettes de la succession Henri Dubois, soit un montant de 52 millions d'euros. Le téléphone glissa des mains de Marc et s'écrasa sur le parquet en chêne massif. 52 millions d'euros de dettes. Il venait d'hériter de la ruine absolue. Dans un état second,
Il composa le numéro de Lola. Sa messagerie se déclencha immédiatement. « Lola, Lola, s'il te plaît, il faut que je te parle. Il y a eu une erreur monumentale. Mon père, l'héritage, ce n'est pas ce qu'on croyait. Je suis ruiné, complètement ruiné. S'il te plaît, rappelle-moi. » Il raccrocha et tenta de rappeler. Numéro non attribué. Lola avait changé son numéro de téléphone. Marc se dirigea vers la fenêtre de sa chambre qui donnait sur le jardin paysager. 2 voitures noires venaient de se garer devant le portail. Des hommes en costume sombre en descendaient, portant des mallettes officielles. L'un d'eux scotchait déjà un document sur la grille d'entrée. « Non, 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 non !» hurla-t-il, en se précipitant vers l'escalier. Il dévala les marches 4 à 4 et se rua vers la porte d'entrée. L'avis de saisie immobilière était rédigé dans une terminologie juridique impitoyable. En vertu de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre, la présente propriété, 6-12 avenue Foch à Neuilly-sur-Seine, fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Délai d'évacuation, 48 heures. « Messieurs, attendez !» cria Marc en ouvrant la grille. L'huissier principal, un homme d'une 60aine d'années au regard sévère, leva la tête de ses documents. « Monsieur Dubois, je présume ?»« Oui, il y a une erreur. Je viens d'hériter. Je suis riche. » « Très riche !» L'huissier échangea un regard compatissant avec ses collègues. « Monsieur, vous avez effectivement hérité de 52 millions d'euros de dettes. En acceptant la succession de votre père sans réserve, vous êtes légalement tenu de rembourser l'intégralité du passif. Cette propriété sera mise aux enchères la semaine prochaine. » Marc s'effondra sur les pavés de son allée, ses jambes refusant soudain de le porter. Dans la maison d'en face, il aperçut Madame Blanchard, qui observait la scène depuis sa fenêtre, un sourire satisfait aux lèvres. 24 heures plus tôt, il chassait sa femme comme une domestique. Aujourd'hui, c'était lui qu'on expulsait, de chez lui. La roue avait tourné. Marc passa les heures suivantes dans un état de transe horrifié, éparpillant frénétiquement des documents sur le parquet de marbre de son salon. Les papiers s'entassaient, comme les pièces d'un puzzle cauchemardesque. Relevés bancaires, actes notariés, courrier d'huissier, tout confirmait l'ampleur catastrophique de sa situation. Le carillon de l'entrée retentit à 15 heures, précise. Marc se précipita vers la porte, espérant confusément voir apparaître Maître Rousseau avec une explication rationnelle à ce chaos financier. « Monsieur Dubois ?» Un homme trapu d'une 50aine d'années se tenait sur le perron, flanqué de 2 collaborateurs en costume foncé. « Je suis Maître Lecomte, administrateur judiciaire. Nous venons faire l'inventaire des biens saisissables. » L'inventaire, bégaya Marc. Procédure standard dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Nous devons évaluer tous les actifs mobiliers et immobiliers en vue de leur cession forcée. Marc les laissa pénétrer dans sa demeure, observant avec une fascination morbide ces hommes qui disséquaient méthodiquement sa vie. L'un photographiait les œuvres d'art, l'autre répertoriait les meubles de valeur, le troisième estimait les équipements électroniques. Le piano Steinway, modèle 1923, valeur estimée, 180 000 euros, dictait Maître Lecomte à son assistant. L'étoile de maître. Ah, un Dufy authentique. Superbe pièce, monsieur Dubois. Où l'avez-vous acquise ? C'était un cadeau de mariage de mes beaux-parents, murmura Marc d'une voix blanche. Dommage, elle partira aux enchères la semaine prochaine. Marc s'effondra dans le canapé Chesterfield en cuir, celui-là même où il avait humilié Lola 48 heures plus tôt. Ironie du sort, ce meuble aussi allait lui échapper. Son téléphone portable vibra. Enfin, un appel de Maître Rousseau. Marc décrocha avec un soulagement pathétique. « Maître, Dieu merci, il faut absolument qu'on se voie. Il y a eu une erreur monumentale dans... » « Monsieur Dubois ?» La voix à l'autre bout du fil était féminine, froide, inconnue. « Ici, Maître Vasseur, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. J'ai le regret de vous informer que Maître Rousseau a été suspendu de ses fonctions pour exercice illégal et escroquerie en bande organisée. » Quoi ? Le téléphone manqua, de glisser des mains tremblantes de Marc. Maître Rousseau n'était pas avocat, monsieur Dubois. Il s'agit d'un escroc récidiviste qui opère depuis plusieurs années avec de faux diplômes. Vous avez été victime d'une arnaque sophistiquée.
Mais l'héritage? Les papiers de divorce? Les documents que vous avez signés n'ont aucune valeur juridique. Votre divorce n'a jamais été enregistré au tribunal. Aux yeux de la loi, vous êtes toujours marié à Madame Lola Martineau. Marc raccrocha brutalement, le cerveau en ébullition. Toujours marié? Cela signifiait que Lola était légalement responsable de la moitié de ses dettes. Elle aussi allait sombrer dans ce naufrage financier. Il composa férocement le nouveau numéro de Lola qu'il avait fini par obtenir, grâce à une ruse auprès de son ancienne assistante. « Allô ?» La voix de Lola était sereine, presque amusée. « Lola, tu es toujours ma femme. Notre divorce n'est pas valide. Tu vas être ruinée avec moi. » Un silence. Puis un rire cristallin retentit dans l'écouteur. « Mon pauvre Marc, tu... crois vraiment que j'ai signé ces papiers sans les lire attentivement? Que veux-tu dire? As-tu pris la peine d'examiner la clause 47 du contrat de mariage que nous avons signé il y a 15 ans? » Marc fouilla frénétiquement dans ses papiers personnels, cherchant leur contrat de mariage original. Il le dénicha enfin dans un classeur, poussiéreux du bureau. « Clause 47, clause 47 » marmonna-t-il en parcourant le document. « Je te la lis, Marc. En cas de succession frauduleuse ou de dissimulation de passifs par l'un des époux, le conjoint innocent bénéficie automatiquement d'une séparation de biens rétroactive et d'une immunité totale concernant les dettes contractées par l'époux fautif. » Marc lâcha le contrat, ses mains tremblant de façon incontrôlable. « Cette clause, c'est toi qui l'avais proposée. Tu disais que c'était pour nous protéger des dettes professionnelles. » « Exactement. Je la propose systématiquement à tous mes clients fortunés. Une précaution élémentaire en droit patrimonial. Tu savais? Depuis le début, tu savais que l'héritage était un piège? Marc, je suis avocate spécialisée en droit des successions depuis 20 ans. Tu crois vraiment que j'allais laisser mon mari accepter un héritage de cette ampleur sans en vérifier le contenu? La vérité explosa dans l'esprit de Marc comme une bombe à retardement. Lola avait tout prévu. Elle avait laissé cette clause dormante dans leur contrat de mariage, attendant patiemment qu'ils commettent l'erreur fatale. En outre, continua Lola d'une voix suave, j'ai déposé hier matin une demande de divorce pour faute, assortie d'une demande de dommages et intérêt pour violence psychologique et abandon du domicile conjugal. Ton petit spectacle de mercredi, avec témoins à l'appui, constitue un dossier parfait. Lola, s'il te plaît, aide-moi, je n'ai plus rien du tout. Oh, détrompe-toi, Marc. Tu as quelque chose de très précieux. Tu as exactement ce que tu mérites. Dans le salon, Maître Lecomte venait d'achever son inventaire. Il s'approcha de Marc avec une expression compatissante. « Monsieur Dubois, la valeur totale de vos biens mobiliers s'élève à 1,2 million d'euros. Votre propriété immobilière est estimée à 3,8 millions, soit un total de 5 millions d'euros d'actifs contre 52 millions de dettes, compléta amèrement Marc. Effectivement, il vous manque donc 47 millions d'euros. Avez-vous des proches susceptibles de vous aider financièrement? Marc éclata d'un rire hystérique. Ses proches? Ses parents étaient morts. Ses amis de la haute société l'éviteraient, comme la peste dès que la nouvelle de sa ruine se répandrait. Sa femme venait de lui révéler qu'elle l'avait piégé avec une maestria diabolique. « Monsieur Dubois ?» insista Maître Lecomte. « Y a-t-il quelqu'un qui pourrait se porter garant ?» Marc contempla son téléphone portable, seul lien qui le reliait encore au monde extérieur. Dans ses contacts, un seul nom pouvait encore représenter un espoir, celui de Lola. Mais il venait de comprendre qu'appeler sa femme pour lui demander de l'aide revenait à implorer la clémence de son propre bourreau. « Non, » murmura-t-il, « il n'y a personne. » À cet instant précis, Marc Dubois réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu sa fortune. Il avait perdu la seule personne qui aurait pu le sauver, et cette perte était entièrement de sa faute. La justice de Lola était implacable, parce qu'elle était parfaitement méritée. 3 jours s'écoulèrent dans un tourbillon administratif cauchemardesque. Marc regardait sa vie se désintégrer méthodiquement sous les coups de boutoir des procédures judiciaires. Les huissiers avaient apposé des scellés sur la plupart de ses meubles, transformant sa demeure en musée de sa propre déchéance. Seule sa chambre demeurait accessible,
mais plus pour longtemps. Il n'avait ni mangé ni dormi correctement depuis l'effondrement de son monde illusoire. Ses joues creusées et ses yeux cernés témoignaient d'une détresse qui le rendait méconnaissable. L'homme élégant et suffisant qui avait chassé sa femme n'existait plus. Ce dimanche matin, assis sur le rebord de son lit défait, Marc contemplait l'ampleur de sa solitude. Son téléphone affichait 147 appels manqués. Journalistes, créanciers, huissiers, anciens collègues avides de commérage. Mais aucun ami véritable, aucune main tendue. Dans l'adversité, il découvrait avec amertume que ses relations mondaines n'étaient naines que des mirages dorés. Il composa une nouvelle fois le numéro de Lola, ses doigts tremblant sur l'écran tactile. Cette fois, elle décrocha dès la première sonnerie. Marc. Sa voix était d'un calme glacial. Lola, ma chérie, je t'en supplie. Les mots sortaient de sa gorge comme des sanglots étouffés. Tu dois m'aider. Je suis perdue. Complètement perdue. Je ne suis plus ta chérie, Marc, et je ne vois pas en quoi tes difficultés me concernent. Comment peux-tu dire ça? Nous avons été mariés 15 ans. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Un rire amer résonna dans l'écouteur. Te laisser tomber? Comme tu m'as laissé tomber mercredi dernier? Comme tu m'as humilié devant tout le quartier? Marc ferma les yeux, revoyant la scène atroce qu'il avait orchestrée. Son arrogance de l'époque lui paraissait maintenant celle d'un fou furieux. J'ai fait une erreur terrible. Mais tu es avocate, Lola, la meilleure de Paris? Tu peux me sortir de là. Tu peux trouver une faille juridique, annuler cette succession, je ne sais pas. Marc, écoute-moi bien. La voix de Lola se durcit. Il n'y a aucune faille. Ton père a légalement contracté ses dettes. Tu as légalement accepté sa succession sans réserve. La loi française est limpide sur ce point. Mais le faux avocat, Maître Rousseau, ça doit changer quelque chose. Rousseau t'a berné sur la valeur de l'héritage, pas sur les conséquences légales de l'acceptation. Tu aurais obtenu le même résultat avec un vrai notaire. La différence, c'est qu'un professionnel honnête t'aurait conseillé de renoncer à cette succession toxique. Marc s'effondra sur son lit, le téléphone collé à l'oreille comme une bouée de sauvetage. Lola, s'il te plaît, reviens. Reviens à la maison. Nous pouvons recommencer. Oublier ce qui s'est passé. Je t'aime. Le silence qui suivit fut si long que Marc crut que la communication avait été coupée. Tu m'aimes? Répéta finalement Lola, d'une voix où perçait une émotion contenue. Mercredi, tu m'as dit que j'étais une avocate de seconde zone, que tu avais besoin d'une femme à ta hauteur, que 15 ans, c'était largement suffisant. J'étais fou. L'argent m'avait rendu fou. Ce n'est pas ce que je pensais vraiment. Non, Marc. L'argent a révélé qui tu étais vraiment. Un homme capable de piétiner 15 années d'amour pour quelques millions d'euros fantômes. Marc entendit des voix en arrière-plan, des rires légers, une ambiance chaleureuse qui contrastait cruellement avec sa propre désolation. « Où es-tu » demanda-t-il avec une pointe de jalousie. « Chez des amis, de vrais amis, qui me soutiennent dans cette épreuve que tu m'as fait subir. Lola, je ferai tout ce que tu veux. Tout. Nous pouvons déménager, changer de vie, partir à l'étranger. J'ai encore quelques économies cachées. Cachées. » La voix de Lola se fit soudain tranchante. Quelles économies cachées, Marc? Marc réalisa trop tard son erreur. En mentionnant ses comptes offshore, il venait de donner à Lola une arme supplémentaire contre lui. Non. Je voulais dire... Marc, la dissimulation d'actifs dans une procédure de liquidation judiciaire est un délit pénal passible de 3 ans de prison ferme. Tu viens de t'auto-incriminer. Tu ne vas quand même pas me dénoncer? Moi? Bien sûr que non, mais cette conversation est enregistrée, comme toutes celles que je reçois depuis mercredi. Protection juridique standard pour une femme divorcée. Et mon devoir de citoyenne m'oblige à transmettre toute information pertinente aux autorités compétentes. Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non seulement Lola refusait de l'aider, mais elle s'apprêtait à l'enfoncer davantage dans sa chute. « Lola, tu es ma femme. Tu ne peux pas... » « Marc, interromps-moi si je me trompe. Mercredi, tu m'as envoyé un SMS pour me dire de faire mes valises.
Tu m'as chassée de ma propre maison comme une domestique. Tu as ri quand les huissiers m'ont jeté dehors. Tu m'as dit que nous n'étions plus dans la même ligue. C'était tes mots exacts, n'est-ce pas? Marc ne répondit pas, écrasé par la vérité de ses accusations. Aujourd'hui, poursuivit Lola implacablement, tu découvres que tu as besoin de mes compétences professionnelles. Alors soudain, je redeviens ta chérie, ton épouse bien-aimée, celle que tu implores de revenir. Tu ne trouves pas cela pathétique? Je reconnais que... Marc, laisse-moi te poser une question très simple. Si demain matin tu découvrais que tu as vraiment hérité de 500 millions d'euros, est-ce que tu m'appellerais pour me supplier de revenir? Marc ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. La réponse était évidente, et ils le savaient tous les deux. Voilà, conclut Lola avec une tristesse infinie. Tu viens de me donner la seule réponse honnête de cette conversation. Au revoir, Marc. Lola, attends! Mais la communication était coupée. Marc rappela frénétiquement, numéro non attribué. Elle avait de nouveau changé son numéro. Dans le silence oppressant de sa chambre, Marc réalisa qu'il venait de perdre définitivement la seule personne qui aurait pu le sauver. Pire encore, il l'avait perdu par sa propre faute, par sa propre cupidité, par sa propre arrogance. Pour la première fois depuis cette tragédie, Marc Dubois pleura. Pas sur sa fortune perdue, pas sur sa maison saisie, mais sur l'amour authentique qu'il avait détruit de ses propres mains. La nouvelle de la déchéance financière de Marc Dubois se répandit dans les cercles parisiens avec la vitesse d'un incendie. En moins d'une semaine, l'homme qui se croyait destiné à régner sur un empire était devenu la risée du tout Paris. Les salons bourgeois bruissèrent de commentaires acides et de ragots malveillants. Le lundi matin suivant son dernier appel, désespéré à Lola, Marc reçut un coup de téléphone qui acheva de l'anéantir. Catherine Beaumont, sa belle-sœur, l'appelait depuis son château de la Loire. « Marc, c'est Catherine. Nous avons appris pour ton père. Et pour... la situation. Catherine, enfin quelqu'un de sensé, tu peux peut-être m'aider à... Marc, je t'arrête tout de suite. » Sa voix, habituellement chaleureuse, était devenue glaciale. « Philippe et moi avons longuement réfléchi. Nous ne pouvons plus te recevoir dans notre famille. » « Quoi ? Mais enfin, Catherine, nous nous connaissons depuis 20 ans. » « Justement. 20 années pendant lesquelles nous pensions connaître un homme d'honneur, pas quelqu'un capable de détruire sa propre femme par pure cupidité. » Marc s'effondra sur une chaise en paix. L'astique, seul mobilier qui lui restait dans sa cuisine vidée par les huissiers. « Catherine, écoute-moi. » « Non, Marc. Lola a toujours été comme une sœur pour moi. Ce que tu lui as fait subir est impardonnable. Et maintenant, tu oses nous supplier de t'aider? Tu as un sacré culot. J'étais aveuglée. Tu étais ce que tu as toujours été, un homme faible et égoïste. Lola a gâché 15 années de sa vie avec toi. Heureusement, elle a enfin ouvert les yeux. La communication se coupa brutalement. Marc contempla son téléphone avec un sentiment d'irréalité totale. La famille de Lola l'avait accueilli comme un fils pendant des années. Aujourd'hui, il le rejetait comme un paria. Son portable sonna de nouveau. Jean-Baptiste de Montclair, son ancien meilleur ami du golfe de Saint-Cloud. « Jean B, Dieu merci, j'ai besoin... » « Marc, je t'appelle pour te demander de ne plus venir au club. Le comité directeur a voté ton exclusion temporaire hier soir. » « Mon exclusion ? Mais pourquoi ? Ta situation financière jette le discrédit sur notre établissement, sans compter que plusieurs membres sont créanciers de ton père. Ton simple présence créerait des tensions. » Marc encaissa le coup avec un ricanement amer. « Bien sûr, et nos 20 années d'amitié, nos parties de golf chaque samedi, nos soirées arrosées au whisky. Marc, sois réaliste. Tu ne pourras plus payer ta cotisation annuelle de toute façon. Et franchement, après ce que tu as fait à Lola, beaucoup d'entre nous remettent en question ton caractère. Lola vous a raconté quoi exactement ? Elle n'a rien dit, Marc.
Elle n'a jamais dit un mot contre toi. C'est bien ça le problème. Sa dignité dans cette épreuve fait ressortir ta médiocrité. Marc raccrocha et se dirigea vers son réfrigérateur débranché. Plus d'électricité depuis la veille, l'EDF ayant coupé l'alimentation pour factures impayées. Il ouvrit une bouteille d'eau tiède et but directement au goulot. Son portable vibra. Un SMS de son ancienne secrétaire. « Monsieur Dubois, des journalistes sont venus au bureau. Ils posent des questions sur vos finances. Je leur ai dit que vous ne travaillez plus ici depuis jeudi. Bon courage. Sylvie. » Jeudi. Il avait été licencié jeudi pour faute grave après que son employeur eut découvert ses démêlés judiciaires dans la presse économique. 15 années de collaboration, rayées d'un trait de plume. Il enfila son dernier costume propre, un Armani qu'il avait acheté la semaine précédente dans son euphorie héritière, et sortit de sa maison fantôme. Dans la rue, il croisa Madame Blanchard qui promenait son caniche. « Bonjour Marc », lança-t-elle avec un sourire narquois. « Alors, cette fortune familiale, elle fond au soleil, à ce qu'on dit ?» Marc pressa le pas sans répondre, mais la vieille dame le rattrapa. « Vous savez, j'ai toujours trouvé Lola trop bien pour vous. Une femme si distinguée, si intelligente, elle méritait mieux qu'un raté pareil. Madame Blanchard ? Oh, ne vous fatiguez pas. Tout le quartier sait ce qui s'est passé. Votre petit numéro de mercredi a fait le tour des conversations. Chasser sa femme comme ça, quelle honte !» Marc s'éloigna rapidement, poursuivi par les ricanements de la retraitée. Au café de l'avenue, où il avait ses habitudes depuis des années, le patron l'accueillit froidement. « Désolé Marc, mais tu me dois encore 43 € de la semaine dernière. Cash seulement. » « Voyons Bernard, tu me connais depuis... » « Justement, je te connais. Et je sais que tu n'as plus un rond. Alors soit tu paies cash, soit tu... dégages. » Marc fouilla ses poches et trouva péniblement 15 € en monnaie. Il commanda un café et s'installa à sa table habituelle. Autour de lui, les conversations s'interrompaient à son passage, remplacées par des chuchotements et des regards en coin. « Tu as vu ? C'est lui, le type qui a ruiné sa femme ? Paraît qu'il va dormir dans sa voiture bientôt. 50 millions de dettes. Tu imagines ? » Son téléphone sonna. Un numéro inconnu qu'il décrocha avec espoir. « Monsieur Dubois ? Ici Stéphanie Moreau, journaliste à Paris Match. Nous préparons un dossier sur les nouveaux pauvres de la haute bourgeoisie. Accepteriez-vous un entretien ? » « Un entretien ? Pour raconter ma chute ? Notre angle serait plutôt sur les erreurs financières des héritiers fortunés. Votre cas est exemplaire. Comment un héritage de 500 millions peut-il se transformer en ruine totale ? » Marc raccrocha violemment. Même les médias voulaient faire de lui un exemple, un cas d'école de l'arrogance punie. En fin d'après-midi, il retourna chez lui pour découvrir un camion de déménagement stationné devant sa maison. Les derniers meubles disparaissaient, dans la benne. Son bureau en acajou, la bibliothèque de sa grand-mère, même le panier de Napoléon. « Monsieur Dubois !» Un homme en bleu de travail s'approcha. « Vous avez jusqu'à ce soir pour évacuer. Demain, nouvelle propriétaire. » « Nouvelle propriétaire ? » « Ouais, une avocate qui a acheté cash à la vente aux enchères. Sacré coup de... chance pour elle. » Marc sentit ses jambes se dérober. Une avocate. Qui avait acheté cash ? Sa maison. Cette avocate, elle s'appelle comment ? L'homme consulta ses papiers. Martineau. Lola. Martineau. Marc s'appuya contre le portail de sa propre maison, celle que Lola venait de racheter. La boucle était bouclée. Non seulement elle l'avait piégé juridiquement, mais elle s'appropriait maintenant leur ancien foyer. La vengeance de Lola était d'une perfection diabolique. Lola Martineau referma délicatement les volets de sa nouvelle demeure et contempla avec satisfaction l'horizon doré de la Côte d'Azur. La villa qu'elle venait d'acquérir à Cannes dominait la baie des Anges, ses terrasses en marbre blanc s'étalant vers la Méditerranée dans un dégradé de bleus infinis. 80 millions d'euros payés cash grâce aux bénéfices spectaculaires de son cabinet d'avocats qui connaissait un essor fulgurant. Madame Martineau ? Sophie, son assistante, apparut sur la terrasse principale avec un plateau en argent. « Votre thé Earl Grey, comme vous l'aimez. »
Merci Sophie. Avez-vous eu des nouvelles de Maître Delacroix concernant le dossier Renault? Oui, madame. Il confirme que vous avez remporté l'affaire. 15 millions d'honoraires, plus les frais. Le virement sera effectué demain. Lola sourit en caressant Cléopâtre, sa nouvelle chatte persane dorée qui ronronnait sur ses genoux. Depuis la chute de Marc, 3 nouveaux clients fortunés s'étaient adressés à elle, impressionnés par sa gestion magistrale de son propre divorce. Sa réputation de stratège juridique implacable s'était répandue dans tout Paris. Son téléphone sonna. Le nom d'Alexandre Beaumont s'affichait à l'écran. Alexandre, comment va mon nouveau petit ami préféré? Lola, ma chérie, j'arrive, de l'hôpital. Mes dernières consultations se sont excellemment passées. Je serai chez toi vers 20h pour notre dîner. Le docteur Alexandre Beaumont, 45 ans, chirurgien cardiaque renommé et accessoirement frère de sa belle-sœur, Catherine, un homme élégant, cultivé, qui la regardait avec une admiration sincère et qui, surtout, n'avait jamais montré le moindre signe d'avarice ou d'arrogance. Parfait. J'ai réservé une table chez Michel au Castellet. Vise ta mère, naturellement. Tu me gâtes trop, Lola, mais j'adore ça. Ils avaient commencé à se fréquenter 2 semaines après l'expulsion de Marc. Catherine avait organisé ce qui se voulait être un déjeuner de soutien moral, mais qui s'était transformé en coup de foudre mutuelle. Alexandre avait divorcé l'année précédente d'une épouse superficielle qu'il avait quittée pour un promoteur immobilier plus riche. Leur complicité était née de leurs blessures communes et de leur maturité retrouvée. Au fait, ajouta Alexandre, ma sœur Catherine m'a demandé de te transmettre ses amitiés. Elle organise un gala de charité le mois prochain. Tu accepterais d'être marraine de l'événement? Avec plaisir. De quoi s'agit-il? Collecte de fonds pour les victimes d'escroqueries financières. Ironie du sort, non? Lola éclata de rire, un rire cristallin qui résonna sur les terrasses ensoleillées de sa villa. Alexandre, tu as un sens de l'humour délicieux. Après avoir raccroché, elle se dirigea vers son bureau panoramique où l'attendirent les plans de rénovation de son ancienne maison de Neuilly. Elle avait racheté la propriété conjugale aux enchères pour 3 800 000 euros, soit exactement la moitié de sa valeur réelle. Les créanciers de Marc, pressés de récupérer leurs fonds, avaient accepté cette offre dérisoire. Sophie, appelez l'architecte Dubois. Pas de lien de parenté avec mon ex-mari, j'espère? Non, madame, rassurez-vous. Michel Dubois est spécialisé dans la rénovation de demeures historiques. Ses références sont excellentes. Parfait. Dites-lui que je veux transformer cette maison en cabinet d'avocat de prestige. 5 bureaux d'associés, une bibliothèque. Juridique, une salle de réunion pour 20 personnes. Budget illimité. Sophie griffonna consciencieusement les instructions sur son carnet Moleskine. Ah, et Sophie, faites installer une plaque en bronze sur le portail. Cabinet Martineau. Et associé, droit des successions et divorces. En caractère bien visible depuis la rue. Très bien, madame. Autre chose? Oui. Récupérer Napoléon chez les services vétérinaires de Neuilly. Le pauvre chat a été abandonné quand Marc a été expulsé. Je veux le ramener ici. Sophie quitta le bureau et Lola se retrouva seule face au panorama méditerranéen. Elle ouvrit son ordinateur portable et consulta ses comptes bancaires, avec la satisfaction d'une femme qui avait repris le contrôle de son destin. 12 millions d'euros sur son compte principal, 8 millions sur son compte épargne, 15 millions en placements diversifiés. Et, en 6 mois, elle avait multiplié son patrimoine par 10. Son téléphone vibra. Un message de son nouvel associé, Maître Delacroix. Lola, l'affaire Monet s'annonce exceptionnelle. Succession de 200 millions d'euros à démêler. Il demande spécifiquement vos services. Vos honoraires, 8% du patrimoine récupéré. Intéressé? 16 millions d'euros d'honoraires potentiels. Lola tapota rapidement sa réponse. J'arrive demain. Préparez le dossier complet. Elle se leva et s'accouda à la rambarde de marbre de sa terrasse. En contrebas, le port de Cannes scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Son yacht de 15 mètres, le Renaissance, se balançait gracieusement à son ponton privé.
Demain soir, elle dînerait à bord avec Alexandre, loin du chaos parisien. Madame, Sophie réapparut. J'ai une communication de Maître Fontaine, le notaire. Il souhaite vous informer que les derniers biens de Monsieur Marc Dubois ont été vendus ce matin. Le produit de la vente ne couvre que 8% de ses dettes. Et Monsieur Dubois? Où vit-il maintenant? D'après Maître Fontaine, il dormirait dans sa voiture depuis une semaine. Il a tenté de louer un studio, mais aucun propriétaire n'accepte un locataire en surendettement. Lola hocha la tête sans émotion particulière. La justice suivait, son cours inexorable. Autre chose, madame. Votre couturière a livré vos nouvelles robes, et le bijoutier de la Croisette souhaite vous présenter sa collection de diamants avant-première. Dites au bijoutier que je passerai vendredi. Quant aux robes, faites-les porter dans ma suite. Lola retourna s'asseoir et prit Cléopâtre dans ses bras. La chatte ronronnait de bonheur, ses yeux bleus reflétant la sérénité de sa nouvelle maîtresse. Bientôt, Napoléon la rejoindrait. Elle reconstituerait une famille féline aimante dans ce paradis méditerranéen. Son portable sonna de nouveau. Catherine Beaumont cette fois. « Lola, comment vas-tu ma chérie? Alexandre m'a dit que tu rayonnais. »« Catherine, je vais merveilleusement bien. Cette nouvelle vie me convient parfaitement. Tu le mérites tellement. Après toutes ces années, gâchées avec lui. Au fait, as-tu des nouvelles de ton divorce? Tout sera finalisé la semaine prochaine. Divorce pour faute avec dommages et intérêts à mon profit. Marc devra me verser symboliquement 1 euro de dédommagement. 1 euro? 1 euro qu'il ne pourra jamais payer, évidemment. Mais l'important n'est pas l'argent, Catherine. L'important, c'est la reconnaissance officielle de ses torts. Lola contempla une dernière fois l'horizon doré où le soleil disparaissait, lentement dans la mer. Dans quelques heures, Alexandre arriverait avec des fleurs et des projets d'avenir. Dans quelques jours, elle signerait son plus gros contrat professionnel. Dans quelques semaines, elle inaugurerait son nouveau cabinet dans l'ancienne maison conjugale. La vengeance était un plat qui se dégustait froid, mais la renaissance était un nectar qui se savourait tiède sous le soleil de la Côte d'Azur. 6. Mois après le début de cette tragédie conjugale, Lola remontait les marches du palais de justice de Paris avec l'assurance d'une femme qui avait reconquis sa destinée. Son tailleur Chanel noir anthracite épousait parfaitement sa silhouette, et ses escarpins loup-boutin claquaient avec autorité sur le marbre du grand hall. Elle portait sous le bras la mallette en cuir fauve que lui avait offerte Alexandre pour célébrer sa victoire dans l'affaire Monet, 16 millions d'euros d'honoraires qui avaient fait d'elle l'avocate la mieux payée de France cette année. Maître Martineau l'interpella Maître de Loison, son confrère spécialisé en droit. Pénal, félicitations pour l'affaire Renaud. Toute la profession parle de votre plaidoirie éblouissante. Merci, cher confrère. Le travail porte ses fruits quand on y consacre le temps nécessaire. Elle gravit l'escalier d'honneur qui menait aux salles d'audience, saluant au passage plusieurs magistrats qui la connaissèrent de réputation. Sa notoriété avait explosé depuis son divorce retentissant avec Marc Dubois, devenu un cas d'école, enseigné dans les facultés de droit. Les étudiants étudiaient désormais l'affaire Martineau comme un exemple parfait de stratégie juridique préventive. En traversant le couloir du 3e étage, elle s'arrêta net. Là, affaissé sur un banc en bois face à la salle d'audience numéro 7, un homme décharné en vêtements froissés tentait de déchiffrer un document officiel. Il fallut plusieurs secondes à Lola pour reconnaître Marc. L'homme élégant qui l'avait chassé de leur foyer 6 mois plus tôt avait disparu. À sa place, siégeait une épave humaine aux cheveux grisonnants mal entretenus, aux joues creusées par les privations, aux yeux cernés d'un homme qui n'avait pas dormi dans un lit depuis des semaines. Son costume, autrefois impeccable, portait les stigmates de nuit passés dans sa voiture. Taches, plis indélébiles, boutons manquants. Marc leva la tête et leurs regards se croisèrent. Le choc de la reconnaissance le figea complètement. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lola s'approcha lentement, ses talons résonnant dans le couloir silencieux. « Bonjour Marc », dit-elle d'une voix parfaitement neutre. « Lola, Il tenta de se lever,
Mais ses jambes flageolantes le trahirent, et il retomba lourdement sur le banc. Tu es magnifique. Merci. Je vois que tu es convoqué en salle 7. Affaire pénale ? Marc baissa les yeux vers le document qu'il serrait entre ses mains tremblantes. Dissimulation d'actifs dans une procédure de liquidation judiciaire. 3 ans de prison avec sursis requis. Je vois. Et ton avocat ? Commis d'office, un jeune qui sort de l'école. Il m'a dit que mon dossier était désespéré. Lola contempla cet homme brisé qui avait autrefois partagé sa vie. Aucune pitié ne troublait son regard, seulement une curiosité clinique teintée d'une satisfaction froide. « Marc, puis-je te poser une question ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Regrettes-tu ce que tu m'as fait ? Vraiment ?» Marc releva la tête, et pour la première fois depuis des mois, une lueur d'humanité traversa ses yeux éteints. « Chaque jour, Lola, chaque jour je regrette. Si je pouvais revenir en arrière, tu referais quoi exactement ? Je ne t'aurais jamais chassé. J'aurais consulté un vrai notaire avant d'accepter l'héritage. J'aurais écouté tes conseils. » Lola hocha la tête avec une moue pensive. « Tu vois, Marc, c'est exactement le problème. Tu regrettes les conséquences de tes actes, pas les actes eux-mêmes. Tu regrettes d'avoir été découvert, pas d'avoir été cupide. Non, ce n'est pas vrai. Je regrette de t'avoir fait du mal. Me faire du mal, répéta Lola en arquant un sourcil. Marc, tu m'as rendu le plus grand service de ma vie. Marc la regarda sans comprendre. En me chassant, tu m'as libérée d'un mariage qui m'étouffait depuis des années. En révélant ta véritable nature, tu m'as évité de gaspiller le reste de ma vie avec un homme faible et égoïste. En me sous-estimant, tu m'as donné l'occasion de démontrer de quoi j'étais vraiment capable. Les mots de Lola s'abattaient sur Marc comme autant de coups de massue. Il réalisa que même dans sa chute, il avait servi les intérêts de celle qu'il avait voulu détruire. « Lola, s'il te plaît, aide-moi. Une dernière fois. »« T'aider ?» Lola ajusta délicatement sa veste et consulta sa montre Cartier. « Marc, laisse-moi te raconter ma journée d'hier. Hier matin, j'ai signé un contrat de 20 millions d'euros avec un consortium qatarien. Hier après-midi, j'ai visité un appartement de 1000 mètres carrés avenue Foch que je compte acheter la semaine prochaine. Hier soir, j'ai dîné avec Alexandre sur notre yacht et il m'a demandé en mariage. » Marc encaissa chaque phrase comme une gifle. « Tu vas te remarier ? Avec un homme qui me respecte, qui m'admire, qui ne m'a jamais demandé un centime et qui préfère ma compagnie à celle de n'importe quelle fortune. Oui, Marc, je vais épouser le bonheur. » Elle fit demi-tour pour s'éloigner, mais Marc tenta de la retenir par la manche de sa veste. « Lola, attends, je t'en supplie, tu ne peux pas me laisser comme ça. » Elle se retourna lentement, et son regard était d'une froideur polaire. « Monsieur, je ne vous connais pas. »« Comment peux-tu dire ça ? Nous avons été mariés 15 ans. J'ai été mariée 15 ans avec un homme que je croyais connaître. Cet homme-là n'existe plus. Ou peut-être n'a-t-il jamais existé. » Marc s'effondra sur le banc, comprenant enfin que sa chute n'était pas un accident, mais une justice implacable. Lola avait orchestré sa vengeance avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie suisse. « Au fait, Marc, » ajouta-t-elle en s'éloignant, « j'ai fait installer une plaque sur le portail de notre ancienne maison. Cabinet Martineau & Associés. Chaque fois qu'un client franchira ce seuil, il contribuera à ma prospérité. Chaque dossier traité dans cette maison effacera un peu plus ton souvenir. » Marc la regarda s'éloigner dans le couloir, élégante et triomphante. Au moment où elle disparaissait dans l'escalier, il entendit distinctement le claquement de ses talons qui résonnaient comme un glas. « Madame Martineau !» Une voix masculine retentit dans le couloir. « Madame Martineau, le ministre de la Justice souhaite vous rencontrer. Vous êtes pressentie pour intégrer le Conseil supérieur de la magistrature. » Marc ferma les yeux et s'effondra sur les marches du palais de justice. L'homme qui avait voulu régner sur un empire de 500 millions finissait sa chute là où commençait l'ascension de celle qu'il avait voulu briser. La vengeance de Lola était parfaite parce qu'elle était devenue sa propre rédemption. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.